deuxième temps d'une histoire du renseignement et des services secrets dans la fabrique de l'histoire. Hier, notre grand témoin Constantin Melnick, qui fut conseiller de Michel Debré à Matignon pendant la guerre d'Algérie et qui, à ce titre, donc eut à coordonner les services secrets français, nous a expliqué combien il était difficile de faire l'histoire de ces services secrets du renseignement, tant les sources sont parcellaires et quelquefois exagérées par les témoins eux-mêmes. Demain, notre émission du mercredi, émission donc fondée sur les archives, diffusera des archives orales enregistrées à la fin des années 90 par le service historique de la Défense sur les services secrets pendant la Seconde Guerre mondiale. Jeudi, le débat portera sur la difficulté donc pour l'historien de travailler sur ce type de sujet. Et aujourd'hui, le documentaire d'une heure, celui de Jean-Louis Riwal et de Véronique Lamandour, portera sur une opération réussie, pourrait-on dire, pendant la guerre d'Algérie, la bleuite. La bleuite, c'était une façon d'intoxiquer par les services français, d'intoxiquer les wilayas, et en particulier la wilaya 3 en Kabylie, celle du fameux colonel Amirouche, en faisant croire qu'il y avait dans ces wilayas des agents doubles qui travaillaient pour la France, et donc de provoquer ainsi l'élimination de ces militants autonomistes et indépendantistes, donc algériens. C'est l'histoire qui est racontée dans ce documentaire, donc par des témoins eux-mêmes, La Bleuite ou l'art de la guerre, un documentaire de Jean-Louis Riwal et de Véronique Lamandour. J'ai été arrêté à l'Aquadou, les mains derrière le dos tout de suite, ficelé, et quelques minutes après, c'est déjà l'interrogatoire, déjà la torture. Il aurait pu arriver, il me serait arrivé à moi, d'être soupçonné, peut-être d'être tué, mais moi, c'est pas mes camarades du maquis qui sont responsables. La bleuite ou l'art de la guerre? La bleuite, bon, c'est l'armée française pour faire de l'intox contre la révolution, etc. Donc, cette histoire est montée de toutes pièces par les services secrets français pour essayer de semer le trouble dans l'armée algérienne qui avait à cette époque-là et qui se battait avec les moyens qu'elle avait. Voilà. Alors, nous, de notre côté, nous avons vécu ce complot. On était étonnés, on était écœurés. Des gens comme ça, qu'on traite de traîtres, et parfois des gens braves, des gens courageux, et vraiment, on ne comprenait plus rien à ce qui se passait. La guerre d'Algérie a été une guerre totale, où l'exploitation du renseignement a été prépondérante pour recueillir des informations sur l'ennemi, mais aussi pour le déstabiliser, souvent à la marge, à la limite des règles conventionnelles admises dans les états-majors militaires. Suivant les logiques de la guerre subversive, de la guerre psychologique où tous les coups sont permis, même les plus tordus, la bleuite reste cette incroyable machination, pensée et dirigée par les services secrets français, pour détruire les maquis de l'armée de libération nationale en jetant le trouble, le doute, la suspicion dans l'esprit des combattants algériens. L'ALN a ainsi cru être victime d'un complot par l'infiltration de traîtres, de bleus, dans ses propres rangs. Cette manipulation machiavélique montée de toutes pièces par le capitaine Paul-Alain Léger a eu pour conséquence les purges qui affectèrent d'abord la wilaya 3, la région politico-militaire kabyle, du colonel Amirouche. Pour comprendre comment le virus de la bleuite a pu pénétrer la révolution algérienne, il faut revenir à la bataille d'Alger. En janvier 1957, les 4 régiments para de la 10e division parachutiste dirigée par le général Massu investissent la capitale algérienne avec la mission de faire cesser les attentats et de décapiter la tête de la rébellion dans la Casbah. En quelques mois, la recherche du renseignement, lors d'interrogatoires souvent poussés jusqu'à la torture, a eu des résultats effectifs sur le démantèlement des cellules FLN. À la mi-septembre, il ne reste que Yassef Saadi, dernier responsable frontiste à être en activité, les autres étant tués, arrêtés ou retournés par le capitaine Léger et son équipe du GRE, le groupe de renseignement et d'exploitation. Paul-Alain Léger
Interrogé par Patrice Gélinet le 13 août 1987. Il y avait cette petite équipe de responsables FLN qui étaient des gens connus, puisqu'il y avait le dénommé Alilou, qui était l'ancien homme de confiance de Youssef Saadi. Il y avait Ahmed Fares, qui était également, faisait partie de ce petit groupe, du staff un petit peu de Youssef Saadi. J'ai proposé donc d'aller dans la Casbah, et c'est là, bien sûr, que j'ai dit, bon, ben, nous nous habillerons un petit peu comme les jeunes, tous les jeunes de la Casbah, c'est-à-dire avec des bleus de chauffe, ni plus ni moins. Quand j'ai proposé ça au colonel Godard, évidemment, il a un petit peu sauté en l'air, car il m'a dit, mais enfin, vous êtes fou, est-ce que vous êtes candidat au suicide? Parce qu'évidemment, c'était des anciens FLN que j'avais avec moi. Hein. Ils vont retourner à leurs anciennes amours, et de plus, on va livrer aux gens d'en face un certain nombre de mitraillettes. J'ai profité, je dois dire que j'ai été un petit peu indiscipliné, j'ai profité d'une permission, d'un congé du colonel Godard pour mettre en pratique ce que j'avais proposé. Alors, ma foi, nous sommes rentrés de l'après-midi dans la Casbah. On nous prenait d'ailleurs pour un groupe FLN, puisque les femmes, on entendait les you-you dans les étages. Et le premier café mort dans lequel nous sommes entrés, naturellement, ça a été la surprise générale lorsque on a commencé à fumer, qu'on a demandé des dominos pour jouer et qu'on a offert des cigarettes à la ronde. Alors le tenancier, naturellement, qui connaissait Alilou, lui a dit, mais enfin, tu es fou, tu sais bien quelles sont les consignes du front. Et Alilou a répondu, les consignes, maintenant, c'est lui qui les donne, en me désignant. Bon, bien, on a fait tous les cafés morts comme ça, dans la journée. Et quand nous sommes repassés après, la radio jouait à fond et les gens, les clients qui étaient à l'intérieur, étaient tout heureux de pouvoir jouer aux dominos et de pouvoir fumer. Et ça a commencé comme ça, c'est-à-dire que on a commencé à donner des ordres pour que les consignes du FLN ne soient plus respectées. Ici Alger, RTF. 23 septembre 1957. Eh bien, notre gros titre, c'est, comme vous pouvez l'imaginer, l'arrestation de Youssef Saadi, devenu depuis quelques mois l'ennemi public numéro 1 d'Alger, et qui a été accueilli avec une joie et un soulagement difficile à imaginer. Pour comprendre cette atmosphère de victoire, évidemment, il faut savoir que depuis plusieurs mois déjà, cet ancien boulanger de 29 ans, devenu le chef de la zone autonome d'Alger pour la clandestinité, représentait à lui tout seul le terrorisme traqué, bien sûr, mais encore redoutable. En fait, ce qui s'est passé, c'est que à partir d'octobre 1957, la zone autonome d'Alger, donc c'est tout ce qui avait été créé par Saadi et ses comparses, donc au sein de la zone autonome d'Alger, a été à peu près totalement démantelé. Paul Villatou. Donc on a reconstitué tout l'organigramme, etc. Mais l'idée de Léger, c'est de faire en sorte que cette zone soit toujours active. Donc son idée presque de génie, du point de vue du renseignement, même si on peut contester les méthodes elles-mêmes, ça a été donc de reconstituer cette zone autonome d'Alger à son profit, et ensuite de mettre en relation donc un certain nombre de personnes qu'il avait ralliées, mais qui étaient censées être à la tête ou faire partie de cette nouvelle structure, de les mettre en contact avec les hommes d'Amirouche, avec Amirouche lui-même, et pour en fait, faire en sorte que cette fiction d'une zone donc toujours active au sein d'Alger soit toujours réelle. Et le groupe qui a commencé ça, évidemment, comme vous le savez, c'est Léger, le capitaine Léger, et avec son patron, le colonel Godard, et ce groupe, plutôt cette organisation s'appelait le groupe de renseignement et d'exploitation, le GRE. Rémi Madoui, combattant de l'ALN dans la Wilaya 4. C'était vraiment initialement, et ça a débuté pendant la bataille d'Alger, et c'est de retourner les gens évidemment pour en quelque sorte réencadrer l'organisation d'Alger. Et d'ailleurs la plupart de ces gens-là même étaient encore en contact avec le maquis, puisque le maquis, si vous voulez, soit la Wilaya 3, la Wilaya 4 qui étaient autour d'Alger, ne savaient pas que ces gens-là étaient déjà retournés. Et c'est ce qui a permis d'ailleurs de contrôler la ville d'Alger. Depuis la bataille d'Alger, il n'y a eu absolument aucune action, ou même toutes les actions qui ont eu lieu, c'était sous le contrôle du capitaine Léger. Chaque fois qu'un agent du FLN essayait de s'introduire dans la Casbah, on le repérait. Du même coup, on avertissait Léger, et Léger pouvait le retourner.
Donc ça lui a permis de recruter plus facilement ses agents. Paul Villatou. Et il s'est aperçu qu'en fait, ce qu'il avait créé, la structure qu'il avait créée, était parfaitement adaptée à l'action, c'est-à-dire à toutes les actions de manipulation, beaucoup plus qu'au renseignement ou à la protection. Donc il s'est orienté spécifiquement sur l'action, et c'est vrai que c'est à partir de la seconde phase de la bataille d'Alger que ça va prendre une ampleur toute particulière avec ce qu'on a appelé les bleus de chauffe. Alors, si vous voulez, je pourrais vous prendre cet exemple que Paul Alain Léger a développé devant moi et qu'il n'avait jamais évoqué par ailleurs. Jean-Charles Geoffray. Il reçoit un jour, à la fin de la bataille d'Alger, il ne m'a pas indiqué quand, certainement fin octobre, quelqu'un qui n'a pas été pris dans Alger même, mais dans ce qu'on appelle le Grand Alger, certainement le limite de la Mitidja. Et il se rend compte qu'il a affaire, ce personnage n'a pas été torturé, a certainement un cadre de la Wilaya 3. Il ne sait pas qui il est, il n'a pas encore constitué d'organigramme sûr de cette Wilaya 3, mais il pense tenir un gros poisson. Alors que fait Léger? Eh bien, c'est l'intelligence à l'état pur. Au lieu de le menacer, il le considère comme son égal. Il établit une sorte de lien de confiance, mais il se rend compte, car c'est un fin psychologue, et c'est le propre d'un officier de renseignement digne de ce nom, que ce cadre de l'armée de libération nationale, même par les méthodes les plus fortes, on n'en obtiendra strictement rien. Alors on va arriver au stade ultime de ce qu'est une intoxication. Léger le garde 15 jours, fait en sorte qu'il soit particulièrement bien nourri, à la limite presque choyé. Il veille à son confort, puis au bout du 15e jour, il lui dit, bien écoute, maintenant, je ne peux plus rien faire pour toi, tu n'as rien voulu me dire, je respecte ton engagement de combattant, écoute, je te remets aux mains des autorités. Il prononce le mot terrible de la prison de Barberousse, où vous avez lieu, vous le savez, les exécutions capitales et d'autres choses, dans le sens de mauvais traitement. Et là, se produit cette mise en scène où c'est pas très loin entre la basse Casbah et la prison de Barberousse, qui est en haute Casbah. On lui fait faire tout un tour dans Alger un jour, vers midi, dans une 203, avec un gendarme à l'avant qui somnole. Il se rend compte que les menottes lui ont été mises, certes, mais que la porte arrière droite de cette 203, où également il y a un inspecteur de police qui manifestement se cure les ongles, il peut s'échapper. Et puis c'est ce qui se passe, il ouvre la porte, se précipite dans la foule, l'inspecteur sort, essaye de l'arrêter, tire un coup de pistolet en l'air, et le bonhomme se fond dans la foule. Alors qu'est-ce qui se passe la suite est assez facile à imaginer. Il est réceptionné par son propre réseau, tout heureux de le retrouver vivant, puis il demande immédiatement à reprendre le combat, et il part, je ne sais plus dans quelle zone de la Wilaya 3, retrouver ses anciens camarades. Et là, il tombe sur un des seconds d'Amirouche, l'homme qui avait inventé ce supplice terrible qu'on appelle l'hélicoptère, je crois du prénom de Hossein, qui a des doutes sur la détention de son camarade. Il lui pose la question fatidique, mais tu n'as pas été torturé? Et il constate qu'effectivement, il a pris quelques kilos. Ah bien, la suite est facile à imaginer. Notre cadre a subi le dernier des supplices, il est exécuté. Le résultat, c'est qu'ensuite ses compagnons veulent se venger. Il y a à l'intérieur un règlement de compte qui vire à une purge pour tous ceux qui ont tourné autour de ce personnage, aussi bien à Alger que dans la DLA 3. C'est le mécanisme des purges tel que les a amorcés Léger, bien qu'il ne se soit pas du tout sali les mains. Il aura fallu le plus grand des hasards pour que la mécanique des purges, dite la bleuite, se mette réellement en place. Durant l'hiver 57-58, alors que l'intoxication de la Wilaya 3 par le groupe de renseignement et d'exploitation fonctionne pleinement, le capitaine Léger se rend à Borj-Menayel, où une jeune militante du FLN vient d'être arrêtée. Son nom, Tadjer Zora, dite Rosa. Nous retrouvons Paul Alain Léger, interviewé par Patrice Gélinet le 13 août 1987. Je suis allé la voir et, suivant mon habitude, je discutais avec elle et je lui ai dit que vraiment ça valait plus le coup, tout était terminé, qu'il fallait donc travailler avec moi. Bon, elle me connaissait d'ailleurs de nom tout au moins. Alors elle m'a dit oui, oui, effectivement, je pense que vous avez raison, oui, je vais accepter, oui, je suis d'accord, je lui ai dit, je me ramène à Alger, puis oui, je suis d'accord, mais évidemment, ça m'a paru quand même un peu trop rapide.
Alors, j'ai mon adjoint, là, Zerouk, qui l'a un petit peu interviewé, et il m'a dit également, il était de mon avis, il m'a dit, moi j'ai l'impression que tout ce qu'elle demande, c'est de revenir à Alger pour repartir aussi vite que possible. Alors nous l'avons ramenée à Alger, mais avant de repartir, elle était dans ma voiture à côté de moi, et nous avons fait tout le marché de Borj Menaïel. Et là, je savais très bien que la wilaya, dans les 24 heures qui suivraient, serait au courant, et on saurait que la dame Tadjer Zora était à côté de moi dans ma voiture. Je l'ai ramenée sur Alger, donc, j'ai discuté un petit peu avec elle, et là, alors pour faire semblant de la convaincre, parce que j'étais absolument persuadé que là, par contre, il n'y avait rien à faire, je lui ai montré toutes les lettres que j'avais reçues de la wilaya. Et je lui ai lu des passages imaginaires. Mais par contre, ce que je lui ai montré, ce sont les signatures, avec les tampons. À ce moment-là, le téléphone a sonné, le téléphone n'était pas sur mon bureau, il se trouvait un petit peu dans un couloir, et il y avait une porte, là, et par l'interstice de la porte, j'ai parfaitement vu la fille qui se levait, et qui regardait encore les signatures, hein, et bon, je suis revenu. Et là, je lui ai dit, alors tu vois les signatures, oui, bien d'accord, oui, mais je marche, je travaille avec vous, etc. Je lui ai dit, tu vas retourner chez toi, c'est ta mère, hein, et puis, ma foi, pour l'instant, je te demande rien, mais de temps en temps, tu me téléphones. Elle est partie, elle m'a téléphoné une fois. Et puis, 8 ou 10 jours après, n'ayant plus de nouvelles, j'ai envoyé donc des gens voir chez elle, et sa mère, elle nous a dit qu'elle était partie. Moi, je savais bien où elle était partie. On a eu les nouvelles quelque temps après, lorsqu'on a appris qu'elle était remontée au maquis, et que là, elle était tombée sur le fameux capitaine Mayous, dit Yassen la torture, qui évidemment l'avait accusée d'être une espionne. Elle s'est défendue comme un beau diable, une diablesse plus exactement, et il lui a dit, écoute, tu m'accuses d'être une espionne, mais alors des espions, autour de toi, il y en a en pagaille. Parce que moi, je sais. Et elle s'est mise à raconter, évidemment, tout ce qui s'était passé dans mon bureau. Alors là, Mayous, qui n'était pas très intelligent, a voulu en savoir beaucoup plus. Et pour en savoir plus, il n'y avait qu'une seule chose, il fallait la passer à l'hélicoptère. L'hélicoptère, c'est une torture tout à fait particulière. C'est-à-dire que la pauvre fille a été mise complètement nue, les mains et les chevilles entravées dans le dos, suspendue au-dessus d'un brasereau, et on la faisait tourner au-dessus du brasereau, on la descendait petit à petit, on la faisait tourner naturellement sous la douleur. Elle a raconté, j'ai son compte-rendu d'interrogatoire, elle a raconté toutes sortes d'histoires, elle a raconté qu'effectivement elle avait été envoyée par le capitaine Léger, elle devait aller ensuite en Tunisie, où elle devait rencontrer un tel, elle a donné des mots de passe tout à fait farfelus, des mots de reconnaissance invraisemblables. Et malheureusement, elle a été égorgée après. Mais avant, naturellement, elle avait donné les noms, non seulement des gens dont elle avait eu les signatures sur les lettres, mais elle a même donné des noms de gens de sa famille qui habitaient en Kabylie. Bon, ces gens-là ont été arrêtés. On les a torturés. Ils ont parlé. Par le FLN. Ils ont parlé, bien sûr. Ils ont dit n'importe quoi. Ils ont dénoncé des gens qui n'étaient strictement pour rien, mais en général des cadres supérieurs, des gens... Et là, ça a commencé comme ça. Front et armée de libération nationale. Aux armées le 3 août 1958. Le colonel Amirouche, chef de la wilaya 3, au colonel chef de la wilaya 6. Chers frères, j'ai le devoir et l'honneur de vous informer, en priant Dieu que ce message vous parvienne à temps, de la découverte en notre wilaya d'un vaste complot ourdi depuis de longs mois par les services secrets français contre la révolution algérienne, avec la complicité d'éléments les plus divers. Ce complot, d'après les renseignements en notre possession, s'étendrait à toutes les wilayas d'Algérie. Il aurait même des ramifications dans nos bases de Tunisie et du Maroc. Le réseau tissé dans notre wilaya vient d'être pratiquement mis hors d'état de nuire après une enquête d'autant plus ardue que ces chefs dans le maquis étaient des hommes en apparence au-dessus de tout soupçon. Alors la wilaya 3, c'est la partie du territoire algérien qui est située pratiquement au centre et qui occupe les montagnes de Kabylie. Elle va de Borj Menaïel, à peu près, jusqu'à Borj Borarij.
voilà, à l'est. Et donc de la Méditerranée, des rivages de la Méditerranée jusqu'à Bouira, et plus au sud jusqu'à Msila. Voilà. Salam Ekacher, secrétaire d'Amirouche au PC de la Wilaya 3. En ce qui concerne le colonel Amirouche, à l'époque, déjà en 56-57, il n'était que commandant. En 56, c'était la grève. Le FLN, c'est Abban Ramadan et Ben Mehidi, les deux grands leaders du FLN, qui ont appelé à la grève des études, des examens, de la scolarité. Et on a fait la grève, le 16 mai, je crois, ou le 19 mai 56. Et ici, bon, j'ai trouvé mes copains, mes amis étaient engagés, d'autres structurés déjà dans l'organisation du FLN. Je ne pouvais pas, je devais m'intégrer. Je suis entré donc dans une cellule du FLN. Au début, c'était uniquement pour collecter de l'argent, pour donner des renseignements. C'était pas. Tout d'abord, il fallait donner des gages. Il fallait donner des gages. Ah oui, il fallait donner des gages. Il fallait montrer un peu aux dirigeants qui étaient sur place que vous êtes vraiment acquis à l'idée d'indépendance, mais aussi au sacrifice. En principe, avant de monter au maquis, il fallait d'abord commettre un attentat. Tuer un traître ou un soldat pour couper les ponts derrière soi et être recherché. Comme ça, il n'y aura plus d'équivoque. Celui qui monte au maquis, il n'a plus à l'orienter, donc il doit assumer ses responsabilités. Judy Atoumi, secrétaire d'Amirouche. Donc, mais le fait le plus important, c'est que quand j'ai présenté mes adieux à la famille, et puis mon grand-père qui vient derrière moi, dehors, il m'appelle, il me dit, Judy, tu veux monter au maquis? Je lui dis, mon grand-père, je veux monter au maquis. Alors il me dit, il ne faut pas te faire prendre. Meurs en homme. Voilà. Il ne faut pas que tu sois la risée du village, de la tribu, de la famille. Il ne faut pas que tu sois traîné comme un animal au bout d'une corde dans le village. Ah oui, parce que rejoindre le maquis, c'était la mort. Hein. C'était pas. Personne ne croyait survivre à la guerre. Parce que bien que les nouvelles étaient filtrées, on n'avait pas beaucoup de nouvelles de nos camarades qui étaient déjà maquisards. Mais malgré tout, on savait que la mort était au bout du chemin. Qu'on pouvait servir en donnant le meilleur de soi, c'est-à-dire sa vie. Et vous aviez peur, Salam Ekacher, dans ces conditions? Ah oui, au début. Au début, on a peur. Puis après, la peur, c'est fini. Parce qu'on voit partir ses meilleurs camarades, ses compagnons. Et puis, on n'a plus d'attache. Oui. C'est uniquement, à ce moment-là, donner des coups. Je sais que je vais en recevoir, puis je donne, et puis c'est tout. Voilà. C'est presque des automates. Et quel est l'esprit entre les maquisards? Ah, alors l'esprit. Au début c'était des frères. Un esprit de sacrifice qui les liait et qui fait que constituait presque un seul organisme. Ah oui, il y avait un respect de la hiérarchie déjà. Ah oui, l'ALN, c'est déjà. On voyait la silhouette se dessiner de l'ALN, parce que l'ALN a été constituée uniquement en 1956, hein, après le congrès de la Souma. Mais déjà, dès le départ, on voyait, parce que les premiers éléments qui ont constitué les groupes des Moujahidines, parce qu'on les appelait comme ça, les Moujahidines, ils étaient préparés à la discipline, au secret. Et c'est cette habitude-là. C'est cette expérience-là qui s'est reproduite les premières années de la guerre avec les Moujahidines. Armée de libération nationale, Wilaya 3. En ayant l'honneur de vous faire connaître qu'il y a lieu d'abattre immédiatement les captifs et de les enterrer secrètement, au préalable, les torturer s'ils peuvent fournir des renseignements. Félicitations et sentiments fraternels.
le colonel Amirouche, le 11 mai 1958. Et Amirouche avait une réputation de vrai sauvage. Hein. Ah, ça, le sauvage intégral. Hein. Georges Oudinot, officier de la section administrative spécialisée de Beni Douala, en Kabylie. Et tout le monde les fait le même, on avait une trouille bleue. Hein. Parce que c'était un type, il n'allait pas par quatre chemins. Pour lui, le moindre pas de travers, c'était la gorge tranchée, puis c'est fini, on n'en parlait plus. C'était un tueur, c'était un révolutionnaire, un sanguinaire, donc une petite tête. Hein. C'était un activiste, un nationaliste activiste. Judy Atoumi. Amirouche, une fois, il est entré un grand monsieur qui a d'abord une agitation dans le PC, une espèce d'agitation, et puis il y a quelqu'un qui se présente, un grand avec un calot, etc., un bel homme, svelte. Et c'est là que j'ai découvert Amirouche. Amirouche, quelqu'un de sympathique, d'abordable, qui est d'une simplicité exemplaire, et ce qui fait que j'ai tout de suite eu cet homme en sympathie. Et plus tard, je l'ai découvert en lui quelqu'un d'exceptionnel, un chef exceptionnel, un stratège et même un génie. Il n'avait pas un bon niveau d'instruction, mais toujours est-il qu'il avait une très bonne formation dans tous les domaines. Domaine politique, domaine militaire, la psychologie, c'était un meneur d'hommes. Voilà, un meneur d'hommes. Donc, si vous voulez, il y avait cette symbiose entre Amirouche et ses hommes. Et c'est de là qu'est née l'idée du fait que Amirouche était vénéré par ses hommes, et par la population aussi. En ce qui concerne le colonel Amirouche, il a donné le meilleur de lui-même en tant que guerrier. Salah Mekacher. En tant que guerrier. Il y croyait beaucoup à la force, à la violence. Alors c'est un véritable révolutionnaire. On me donnait l'impression que c'était un saint juste. J'ai beaucoup discuté avec lui. Je le connais très très bien. Oui. Et il y avait un petit courant de sympathie entre lui et moi. J'étais très jeune. Et j'osais lui poser des questions. Ce que les autres camarades ne pouvaient pas faire. Ils étaient d'ailleurs un peu étonnés. Je lui ai posé une question un jour. Je lui ai dit, mais... je l'ai tutoyé. Toi, tu n'es pas instruit, tu n'as pas de niveau. Mais comment se fait-il que tu as pu nous donner toutes ces instructions toute une nuit? Il nous a fait travailler toute une nuit. On dit, ouais, c'est Dieu qui me montre ce que je dois faire chaque jour. Et il se méfiait de ceux qui voulaient occuper des postes, occuper des grades. Ah oui, il punissait, il châtiait les gens. Il était très dur. Très dur, même, je peux dire même cruel. Ah oui, très cruel. C'est-à-dire qu'il ne pardonnait pas les fautes qui pouvaient porter ombrage à la Révolution, à la Hélène, au FLN, à la guerre qui se poursuivait. Oui, il fallait vraiment être sincère avec son engagement pour ne pas se permettre des fautes. Il me disait lui-même, à la Kfaldou, mais Salah, moi mon prénom c'est Salah. Il me dit, Salah, nous sommes là pour mourir. Là pour mourir, nous avons combattu jusqu'à la mort. Bah, on n'avait pas espoir de survivre jusqu'à l'indépendance. Lui, en tout cas, il ne l'avait pas. Mais l'image que je garde de lui, c'était l'image de quelqu'un d'extrêmement aimé, respecté et craint. Amou Amirouche, secrétaire au PC de la Wilaya 3. C'était quelqu'un qui avait le sens de la justice et quelquefois poussé à l'extrême. Il a menacé de mort quelqu'un qui nous a servi des poulets rôtis et Amirouche l'a interpellé. Est-ce que vous avez reçu la circulaire? Oui. Est-ce que c'est jour de viande aujourd'hui? Non. Pourquoi avez-vous servi? Il s'est mis à trembloter et Amirouche l'aurait exécuté s'il refaisait la même chose. Et bien sûr, il a ordonné qu'on donne les poulets rôtis aux gardes. Et ce jour-là, bien sûr, on a regretté qu'on n'ait pas été de garde.
aux armées le 3 août 1958. Le complot est dirigé par les services secrets français, Godard, Léger, qui se sont assurés la complicité de mouchards professionnels infiltrés depuis des années dans les anciennes formations politiques et de personnes apparemment honorables embrigadées sous couvert de messalisme ou autre déviationnisme. Ces buts sont l'affaiblissement de l'ALN, le noyautage de l'ALN, la destruction de l'ALN. Tous les éléments ci-dessus étaient généralement chargés de mission avant d'entrer au maquis. Mais à côté d'eux, on peut trouver des chefs entrés purs dans la révolution et qui, par lassitude, ambition ou autres motifs personnels, ont cédé aux sollicitations de ces suppôts de l'ennemi, se sont laissés insensiblement glisser sur cette pente criminelle pour se retrouver de plein pied dans la trahison pure et simple. Le colonel Amirouche, chef de la Wilaya 3. Alors, concernant la Bleuite, vous avez donc été suspecté à votre tour, Salamé Kacher. Vous avez donc été arrêté. Alors, j'ai été arrêté à Lakfadou. Je ne m'y attendais pas. J'étais secrétaire particulier du colonel. Il m'a confié son cachet, il m'a confié son bloc-notes. Et à Lakfadou, donc pendant la Bleuite, c'est son escorte, c'est son aide de camp, disons, qui m'a interpellé, j'étais armé et tout, et il m'a dit voilà, il y a Moustache. Parce qu'entre nous, on appelait le colonel Moustache. Il avait une très belle moustache. La moustache t'appelle. Alors j'y vais, comme ça, innocemment, et c'est Mailleuse qui me met la main sur l'épaule et qui me dit mon petit gros, tu ne tomberas plus jamais maintenant. Voilà. Et j'ai été arrêté, les mains derrière le dos, tout de suite, ficelé. Et quelques minutes après, c'est déjà l'interrogatoire, déjà la torture. Ah oui. Qu'est-ce qu'on vous pose comme question? On vous dit, parle. Voilà, c'est tout. On ne vous pose pas de questions. On vous dit en kabyle. Ah oui, l'interrogatoire se fait en kabyle. Hein? Inid. Voilà. C'est ça. Et le comble, c'est que ce sont mes compagnons du PC qui m'interrogeaient. Évidemment, ce n'était pas eux. Il y avait des soldats, des genoux qui me mettaient dans l'eau. J'avais les mains liées, et puis on me mettait dans une mare d'eau. Et vous avez le ventre qui se gonfle. Puis on vous tire après. Et on appuie sur le ventre pour que l'eau... Quand il sort, ça fait mal. Très mal. Ça sort des oreilles, de la bouche. Voilà. Pratiquement, on devenait presque inconscient. On m'a mis des épingles ici dans les ongles. On m'a lardé un peu la poitrine avec le couteau. On m'a mis du sel, on m'a mis du tabac à priser. C'est douloureux. Mais en fait, c'est supportable. Des coups, évidemment. Les coups. Alors, vous avez des coups, beaucoup de coups. Des coups à la matraque. Ça vous fait des échymoses. Vous êtes tout de suite gonflé, on ne vous reconnaîtra plus. Des bleus et tout. Ça, c'est. Mais le feu, non, on n'a pas utilisé avec moi le feu. Alors qu'avec d'autres, on a utilisé systématiquement le feu. Ah oui. Quel est le comportement de vos camarades, de vos frères d'armes? Ils étaient réticents un peu. Ils les interrogeaient parce qu'ils n'avaient aucun fil, ils ne savaient pas d'ailleurs interroger. La plupart de leurs victimes sont mortes comme ça. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un homme? L'organisme humain, c'est une coquille. Un tout petit pression, hein? C'est fini, il vous claque entre les mains. Pour torturer, il faut savoir torturer. Il faut savoir s'arrêter à temps. Et c'est comme ça que les gens meurent. Meurent étouffés, meurent asphyxiés. Alors, nous, de notre côté, nous avons vécu ce complot. Nous voyons des convois de 5, 6, 10 combattants enchaînés. On connaissait beaucoup parmi eux. On était étonnés, on était écœurés. Des gens comme ça, qu'on traite de traîtres, et parfois des gens braves, des gens courageux, et vraiment, on ne comprenait plus rien à ce qui se passait. Et chacun de nous attendait son tour. Mais d'une façon stoïque. On n'a pas perdu la tête. Judy Atoumi. Sachant que
il y avait un élément aggravant dans la situation, c'est la hargne du commandant Mahyouz, Hassan Mahyouz. Hassan Mahyouz qu'on surnommait Eichmann à l'époque. Eichmann. Alors lui, avec des yeux grands ouverts, il pénètre dans un refuge, et regardez les genoux dans les yeux pour déceler un quelconque signe de trahison. Et à l'époque, le sang droit nous désigne. Mais il y avait quand même le contrepas d'Amirouche, parce que Mahyouz ne reconnaissait que l'autorité d'Amirouche. Il ne reconnaissait personne d'autre. Il ne reconnaissait que l'autorité d'Amirouche, mais il y avait quand même Amirouche qui a libéré plusieurs bleus. Bon, c'est vrai, à la fin, il a constitué un tribunal, les étudiants ont été jugés, etc. Mais il s'est rendu compte que quelque part, il y avait une erreur. Et il a fait une lettre au GPRA, à Tunis, pour leur dire d'envoyer une commission d'enquête neutre, en dehors d'Aoulia 3, pour enquêter sur le complot des Bleus. Donc là, il sentait qu'il était dans l'erreur. En ce qui concerne le colonel Amirouche, je dis, quand j'ai vu comme ça des prisonniers, je dis, mais tu t'es pas trompé? Oui, je lui ai dit, tu t'es pas trompé? Il me dit, si, on va se tromper. Mais tu vois dans quelles conditions on travaille? Regarde, on va avoir 10% d'erreur. Et bien, ceux qu'on va tuer, nous, ce sont des chouhadas, ce sont des martyrs. Comme ceux qui sont morts, qui vont mourir sous les balles de l'ennemi. Et ceux-là vont mourir de nos mains. Mais ils sont sincères, ils sont innocents, ils sont des chouhadas. Il n'y a pas meilleur statut. Le martyr. Le martyr, c'est ça, le martyr. 90%, il pensait il était dans le vrai. Il m'a dit, mais il faut arrêter la gangrène. Et pour arrêter la gangrène, il faut toucher la chair saine. Voilà, exactement. Et ça, c'est lui qui me l'a dit directement. Hein. Voilà, j'étais à côté de lui. Pendant ce court séjour-là, à l'Akfad. D'abord, Amirouche, il a réuni, si vous vous souvenez, le 20 août 58, il a réuni tous les officiers d'Aoulia 3 à l'Akfad dans l'Akfadou. J'étais présent, il leur a dit, messieurs, il y a un complot qui est monté contre l'Aoulia 3. La révolution est en danger. Prenez vos responsabilités. Je ne veux pas que demain, je sois traité de criminel devant l'histoire. Textuellement. Judy Atoumi. Et puis, tout de suite après, il y a eu des mesures. Alors, création des comités de lutte contre la torture, en l'occurrence Hassan Mahyouz, le Cheikh Mémé, Rachid Ajal, un comité de 3, chargé d'enquêter, d'interroger, entre guillemets, plus qu'interroger, de torturer. C'était ça, interroger. Oui, non. Il y a une formule, je suppose que c'est dans cette réunion-là qu'il a prononcé une formule que je trouve admirable, personnellement. Amou Amirouche. Il a dit qu'on dit que l'ALN commet des injustices. Non, l'ALN ne commet pas d'injustice, elle commet des erreurs. Donc, en vrai chef, il a reconnu ses erreurs avant de se diriger. Absolument. Absolument. Alors, vous savez qu'il y avait un universitaire qui était conseiller d'Amirouche, c'est Aïssani Mohamed Saïd. Il était l'élève du professeur Mondouche. Et j'étais présent. Vous savez ce qu'il a dit à Amirouche? Il a dit, mon colonel, devant ce complot, comme a dit Staline, s'il y a un traître parmi les 100 communistes, il faut tuer les 100 communistes afin que le traître disparaisse. Front et armée de libération nationale, Wilaya 2 Nord Constantinois. Le colonel de la Wilaya 2 au colonel de la Wilaya 3. Chers frères, nous avons étudié avec soin la lettre en date du 3 août courant et où vous nous apprenez la découverte d'un vaste complot ourdi contre la Wilaya 3. Nous tenons à vous féliciter pour la mise hors d'état de nuire de ce complot. Après étude de votre message et à la lumière de ce texte, nous voulons avoir de plus amples informations sur cette importante affaire. C'est pour cela que nous vous proposons à ce qu'une réunion urgente ait lieu entre nos deux wilayas en vue d'étudier la situation dans tous les domaines. Vu la gravité de la situation dans votre wilaya, nous vous demandons de prendre, certes, les précautions nécessaires pour sauvegarder la bonne marche de l'organisation et ne pas créer des difficultés qui peuvent porter atteinte à cette bonne marche. Nous espérons que ces conseils seront entendus et que la sagesse et le bon sens l'emporteront.
Dans l'attente d'une réponse urgente et favorable, nous vous adressons nos salutations patriotiques et fraternelles à tous les combattants de votre wilaya. Aux armées, le 23 août 1958, le commandant en chef de la wilaya 2, Ali Kafi. Mon père arrive au moment où la wilaya 3 commençait, les wilayas de l'intérieur commençaient à s'affaiblir. Tariq Mira, fils du commandant Abderrahman Mira. J'ai un témoignage oral que je tiens de Mohamedi Saïd, deuxième chef de la wilaya 3, chef d'état-major de l'Est de l'ALN, qui connaît très bien la wilaya 3 puisqu'il avait exercé son commandement ici. Il disait que lorsque ton père a décidé de repartir en Kabylie, je lui ai confié cette mission. Il faut absolument arrêter la bluite. Combien même faut-il entrer en conflit avec Amirouche. Comment a réagi votre père lorsqu'il a appris que des purges avaient cours dans cette wilaya, la wilaya 3? Il a demandé tout de suite à ce qu'on cesse cette machine infernale. Il a sanctionné 2 personnes. D'abord, le commandant Mahiouz, enfin à l'époque il était capitaine, parce que la bluite est passée d'abord par Mahiouz pour arriver jusqu'au conseil jusqu'à Amirouche. Et Mahiouz, on l'appelait Hassan la torture parce qu'il a participé, je crois, à la mise en scène des tortures et tout ça, la mise en place des tortures. Il a sanctionné aussi Tahar Amirouchen, qui était à l'époque secrétaire du conseil de la wilaya 3, le plus proche collaborateur d'Amirouche. Je crois que ce sont les 2 sanctions les plus importantes. Mais Hassan Mahiouz, je ne pense pas qu'il a considéré que ces gens-là, il faut les exécuter parce que c'est des rivaux, non. Parce que simplement, il a été pris dans cette immense opération d'intoxication des services secrets de l'armée française avec le capitaine Léger. Pas le capitaine Léger, c'était la mise en fonction de sa... Enfin, c'est lui qui l'a propagé, quoi. Le capitaine Léger était très connu pour ses coups hors normes dans l'intoxication. Il avait même monté un contre-maquis en Kabylie. Avec des gens qui parlaient kabyle, on les prenait pour des maquisards. C'était un spécialiste de l'anti-guérilla. Je ne sais pas quels sont ses autres exploits, mais en tout cas, la bluite, pendant la guerre d'Algérie, était le plus grand exploit d'intoxication de l'armée française à l'encontre des maquis du FLN. Léger, c'est quand même... Enfin, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu en vidéo, c'est un type très étrange, quoi. On n'en rencontre pas quand même des dizaines comme ça. Il avait un ton déjà de voix qui était très particulier, il était sec, et on sentait... Paul Villatou. Enfin, on sentait l'homme du renseignement, c'est-à-dire quelqu'un qui se livre pas comme ça facilement, en même temps qu'il y a un esprit... presque compliqué, c'est-à-dire que dans la mise en œuvre de ce qu'ils font, c'est d'une simplicité extraordinaire, mais en même temps, il y a un côté très complexe en eux. Ce sont des gens qui sont aussi d'une froideur et qui ont un esprit, je dirais, de mathématicien et de joueur d'échecs. C'est-à-dire qu'ils avancent des pions, ils n'ont souvent, ce que je vais dire peut paraître terrible, mais ils sacrifient des pions parce qu'il faut... protéger le roi, sauver le roi. Hein. Et donc, pour eux, c'est une magistrale partie d'échecs. Marie-Catherine Villatou. Souvent, on a l'impression d'avoir affaire à des gens qui sont des maîtres, c'est-à-dire dans le sens de maître d'un jeu d'échecs. Pour eux, c'est un jeu. Et c'est vrai que c'est aussi ce côté un peu souvent là du renseignement, mais du renseignement au sens de manipulation. Je vais dire presque... insidieux, plus tordu, c'est le terme, hein, parce que l'objectif, c'est d'amener, l'objectif de Léger, c'est d'amener les wilayas et les katibas à s'entretuer entre elles. Parce que c'était ça son objectif. C'est en fait faire le travail par les Algériens eux-mêmes entre eux. En février 1959, les opérations militaires prennent une tournure réellement offensive. Le plan Chal a pour objectif de reprendre le terrain au FLN dans l'ensemble des wilayas, en ratissant l'Algérie d'ouest en est. La réussite du groupe de renseignement et d'exploitation pour désorganiser la wilaya 3, dans le cadre de la Bleuite, amène le colonel Henri Jacquin à contacter le capitaine Léger. Jacquin, spécialiste du renseignement, initié aux pratiques clandestines et chef du BEL, le Bureau des études et des liaisons.
il lui a dit, en gros, ce que vous avez réussi au sein de la wilaya 3 est extraordinaire. Maintenant, je voudrais qu'on étende ça à toutes les wilayas voisines et puis au-delà à toute l'Algérie. Et puis répandre au sein du FLN un climat de suspicion qui soit tellement intolérable qu'il ne puisse plus en fait tenir et continuer à combattre. « 24 juillet 1959. Voici Paris vous parle, présenté par Joseph Pasteur. C'est l'Algérie qui fournit ce soir le titre de ce journal. Depuis 48 heures, en effet, vous le savez, une offensive de vaste envergure est engagée contre les rebelles du bastion de Kabylie. D'Alger même, nous recevons des dernières informations sur cette opération. Et les troupes de réserve générale qui, depuis le 8 juillet, ont collaboré à l'opération Étincelle, qui vient de se dérouler avec le succès que l'on sait dans le Haut-de-Na, sans prendre un repos bien mérité, ont été engagés dans la grande bataille de Kabylie. Il y a 2 jours, c'est-à-dire mercredi, un régiment de parachutistes a été largué sur le massif de Lac Fadou. Sautant à 1600 mètres d'altitude, les hommes aux treillis camouflés traquent les rebelles de la Wilaya 3, dont les effectifs s'élèvent à quelques 5000 combattants en armes. Lac Fadou, cela a été pendant longtemps le repère inviolé de feu à Mirouche. Lac Fadou, cela a été il y a peu de temps le théâtre de purges horribles et de nombreux charniers y ont été découverts. Lac Fadou, le donjon kabyle, va être passé au peigne fin, rocher par rocher et bosquet après bosquet. Ici Alger, à vous Paris. Léger a été absolument un génie du mal si on veut, mais enfin un génie, c'était quelque chose d'incroyable. Alors, donc, ça crée un syndrome aigu de la paranoïa politico-militaire qui absolument, non seulement a gagné, mais qui s'étend en cercle, je dirais même concentrique à toute la wilaya, évidemment, et puis ça fait démarrer un nettoyage pratiquement style Khmer rouge. Comment expliquez-vous, Rémi Madoui, que vous avez été arrêté en mars 1960 après que les purges aient cessé en Wilaya 3 et que l'on ait attesté qu'il s'agissait d'une vaste entreprise d'intoxication de la part des services secrets français? Oui, évidemment, l'avantage, ça s'est arrêté en Wilaya 3, c'est parce que Amirouche avait été tué et Mohamed El Hadj a pris la relève et puis il a compris que c'était une manipulation. Malheureusement, en Wilaya 4, ça a continué parce qu'il y avait, si vous voulez, un Amirouche qui était présent et qui a non seulement continué à le faire croyant, je suppose, qu'il protégeait la révolution, puisque c'est la raison que ces gens la donnent, et en même temps, il était aussi sanguinaire et aussi fanatique qu'Amirouche l'était. C'est la raison pour laquelle ça a continué. Alors, non seulement pour éliminer, soi-disant, les traîtres, mais aussi il y a toujours des petits comptes à régler et qui avaient été réglés pendant cette période. والدماء الزاكيات الطاهرات والقلوب اللامعات الخافقات بالجبال العاليات الراسيات نحن فرنا حياة أو ممات وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر تشهد تشهد تشهد. Quand on évoque la bleuite, donc les purges, Salam et Kacher, on parle évidemment des intellectuels qui ont été donc éliminés. Quel est votre sentiment par rapport à cela? Alors là, c'est très très important. Quand ils ont rejoint les étudiants, à ce moment-là, c'était dans la Wilaya 3, c'était le colonel Samerouche, il les a reçus les bras ouverts et les a installés dans des postes de commandement, des postes décisionnels, des postes de responsabilité, qui ont fait que la wilaya a eu un nouveau visage. Mais pour le faire, il a fallu écarter les précédents, les premiers. Et ça, quand ils ont été écartés de la responsabilité, ils n'ont pas accepté, ils sont rechignés. Mais ils ont obéi parce que c'est la loi de l'armée. Mais par la suite, lorsque la bleuite s'est déclarée, ils ont pris leur revanche. Ils ont dit, on vous a dit, vous avez échangé avec des gens comme ça. On vous a dit qu'il fallait se méfier d'eux. Ils ont pris leur revanche et ça a été les plus cruels.
c'est un concours de circonstances qui a fait que ces gens-là se sont retrouvés face à la lutte. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, tous ceux qui venaient d'Alger étaient suspectés, à passer automatiquement par la torture. Judy Atoumi. Tous ceux qui venaient d'Alger étaient arrêtés et interrogés. Mais je peux vous dire que parmi tous les Bleus libérés, aucun ne s'est rallié à l'ennemi. Aucun ne s'est vengé. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'ils ont la foi en la révolution. Ils savent qu'il y a une justice. Ils savent qu'ils ont été lavés de tout soupçon. Donc, il n'y a pas un seul qui s'est rallié. C'est très important. Et combien s'est été libéré? Il y a plus de 200, plus de 300 qui ont été libérés. Donc, si vous voulez, c'est un complot qui a été bien préparé, mais qu'est-ce que vous voulez? Amirouche s'est fait avoir d'une façon très simple. Oui, il l'a reconnu. On aborde systématiquement le complot de la Bleuite du point de vue de la responsabilité d'Amirouche. Systématiquement. Or, il faudrait l'envisager, l'aborder aussi du point de vue de l'armée française. Amou Amirouche. Quelle est la responsabilité de l'armée française dans l'exécution de centaines d'étudiants, maquisards, d'authentiques patriotes? Et personnellement, j'estime que ce soit par le biais d'un complot, comme le complot de la Bleuille, ou par le biais de B-26 et de Napalm, c'est le même avantage, c'est le même résultat. Donc à mon avis, il faut aussi ne pas disculper, ne pas écarter l'énorme responsabilité que porte l'armée française, les services spéciaux français dans le complot de la Bleuite. À ce jour, on ne connaît pas le nombre de victimes de la Bleuite. Sont-ils 300, 500, 1000, 2000, 6000? Au terme de la guerre, lorsque la machination sera révélée, tous les Bleus, les Moudjahidines, considérés comme traîtres, seront intégrés dans la nation algérienne au titre de martyrs. Merci à Amou Amirouche, Judy Atoumi, Lagdar Bouraga, Jean-Charles Geoffrey, Rémi Madoui, Abdelhalim Medjaoui, Salam Ekacher, Tariq Mira, Georges Oudinot et Paul et Marie-Catherine Villatou, historiens au service historique de la Défense. Merci également à Janine Léger, Hossein Bouzaher et au colonel Hassan de la Wilaya 4. Archivina, Olivier Tosri. Les chants du maquis proviennent du Musée national du Moudjahid à Alger et de la Fondation Mémoire de la Wilaya 4 historique. Texte lu par Kader Kada et Majid Bouali. Mixage, Jean-Richard Dufour. La Bleuite ou l'art de la guerre, un documentaire de Jean-Louis Rioual, réalisé par Véronique Lamandour. Demain, dans la Fabrique de l'Histoire, nous continuerons cette histoire du renseignement et des services secrets avec la particularité de l'émission du mercredi, c'est-à-dire des archives rares ou inédites. En l'occurrence, les archives que vous pourrez écouter demain ont été préparées par le service historique de la Défense, un travail d'histoire orale mené maintenant depuis plus d'une dizaine d'années au service historique de la Défense, justement, et qui enregistre les témoignages de ceux qui ont participé de près ou de loin à ces services secrets ou de renseignement français. C'est ce que vous pourrez écouter demain dans la Fabrique de l'Histoire, commenté par des historiens. Si vous voulez réagir à cette émission ou à toutes les autres, 01 56 40 25 78, 01 56 40 25 78, pièce 61 23 à la Maison de Radio France, ou encore sur le site internet www.franceculture.com, rubrique les émissions, la Fabrique de l'Histoire.